Il y a des choses qui n'arrivent que dans les feuilletons, et dans la vraie vie aussi. Demandez à cet homme qui pensait qu'une voiture n'avait pas d'âme, jusqu'au jour où une vieille Brasilia s'est mise à pleurer. Si vous êtes de ceux qui aiment une bonne histoire, mettez un petit like et abonnez-vous, sinon vous risquez de manquer le reste de ce conte. Tout a commencé un dimanche matin, de ceux où même le vent semble fatigué. Le soleil s'étirait encore derrière les toits tordus d'une petite ville où tout le monde connaît le nom du boulanger, mais personne ne connaît la douleur du voisin. C'était là, dans une rue sans trottoir, avec des trous dans l'asphalte et une odeur de café réchauffé dans l'air. Un homme, costume cher, chaussures qui n'ont jamais vu la boue et téléphone collé à l'oreille. Gare une Brasilia blanche devant un petit garage qui ressemblait plus à une extension de rêve mal terminée. Il descend, en soufflant, ouvre le capot avec colère, donne un coup de pied dans le pneu, comme si la voiture pouvait avoir mal. Et il crie « Cette épave est encore tombée en panne. C'est une relique sentimentale de ma grand-mère décédée. » Mais personne dans ce trou perdu ne sait la réparer. Le propriétaire du garage, un vieil homme maigre, casquette déchirée et doigts plus noirs que le fond d'une casserole, secoue simplement la tête. « Je vous l'ai dit, monsieur Vicente. Je touche qu'aux moteurs modernes. » Mais Vicente ne voulait pas entendre raison. Il voulait de la magie. Il voulait que le passé fonctionne à nouveau. Il voulait que cette Brasilia, de l'année où il était enfant, ronronne comme avant. « Elle a une valeur sentimentale, vous comprenez ?» criait-il presque. « C'est le dernier cadeau de ma grand-mère avant de partir. Cette Brasilia, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. » À ce moment-là, une petite voix rauque, faible mais ferme, s'est interposée. « Si vous me laissez faire, je peux la réparer. » Vicente tourne lentement la tête. Il croyait à une blague. Mais non, là, pieds sales de poussière et t-shirt taché d'huile, se tenait un garçon. Pas plus de 11 ans. Maigrelet, grandes oreilles, mais les yeux... Ah, ces yeux... Le regard de quelqu'un qui a déjà vu la vie sous une voiture et sous une table vide de dîner. « Toi ?» demanda Vicente sarcastique. « Tu vas la réparer avec ta foi, c'est ça ?» Le garçon ne cligna même pas des yeux. « Avec ma clé de 13 et mon oreille. Cette voiture n'est pas cassée. Elle est triste. » Le silence tomba, un silence lourd, du genre qui tire les tuiles vers le sol. Vicente rit, mais pas de joie. Une de ces rires nerveux, qui naissent de la honte de ressentir quelque chose. « Très bien, gamin. Si tu arrives à la faire rouler jusqu'au coin, je te donne 100 réais. » Le garçon esquissa un sourire tordu mais plein d'histoire. « Je ne veux pas d'argent, monsieur, je veux juste l'entendre rugir à nouveau. » Et c'est là que tout a commencé. Le garçon ouvrit le capot avec soin, comme on ouvre une vieille lettre. Il caressa les pièces, comme on réveille quelqu'un qui dort triste, ajusta ici, resserra là, tout en silence, juste à l'écoute. Vicente observait, sans savoir quoi ressentir. 10 minutes plus tard, le garçon ferma le capot. « Essayez maintenant. » Vicente tourna la clé. Le moteur fit un bruit étrange. Un hoquet, un soupir, et soudain, vrr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 
laissa tomber son café, et Vicente sentit une larme couler, mais pas de son œil. Du phare de la Brasilia. « C'est impossible, balbutia-t-il. Elle est restée immobile 17 ans. Aucun mécanicien n'y est arrivé. » Le garçon regarda simplement, tapa 2 fois sur le capot et dit « Il y a des choses qui ne cassent pas. Elles attendent juste qu'on s'en souvienne. » Vicente ne savait pas quoi dire, mais il savait ce qu'il ressentait. Et le pire, c'est qu'à cet instant, il eut un déjà-vu. Cette voix, cette manière, mais non, impossible. Ou alors, pas tant que ça. Vicente resta figé. Le moteur de la Brasilia vibrait encore dans sa poitrine comme un cœur qui se remet à battre après des années de silence. Le garçon, lui, semblait déjà tourné vers autre chose. Il s'essuyait les mains sur son short usé et sifflotait un air ancien, de ceux qu'on entend quand on passe devant une vieille radio ou qu'on entre dans une maison de grand-mère. « Hé, c'est quoi ton prénom, gamin ? » ?»« Tico, monsieur. »« Juste Tico ? » ?»« Tico, c'est déjà bien, non ? Un prénom, ça répare pas les voitures. » Vicente sourit faiblement, mais sincèrement. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui le troublait. Pas la pauvreté, ni l'audace, mais la familiarité.
La façon dont il toucha le volant, la manière de tourner le rétroviseur, ce n'était pas de l'intuition, c'était de l'habitude. « Tu as déjà travaillé sur cette voiture ?» demanda Vicente, tentant d'avoir l'air détaché. Tycho le regarda, comme s'il ne comprenait pas, ou comme s'il comprenait trop bien mais préférait se taire. « Non, monsieur. » Mais son bruit m'était familier. Et là, c'est le ventre de Vicente qui se serra, parce que ce moteur avait un son unique. Le carburateur avait un défaut que personne n'avait jamais réussi à réparer. Seule sa grand-mère savait l'écouter. Elle disait « Cette voiture ne parle pas, mon fils. Elle chante. Il faut juste savoir écouter le ton. » Et maintenant, un gamin inconnu, avec des yeux pleins de nostalgie et les pieds fendillés, disait la même chose. Vicente commença à transpirer. Et ce n'était pas la chaleur, c'était l'inconfort de reconnaître chez l'autre quelque chose qui lui appartenait. « C'est qui ta mère, Tycho ?» demanda-t-il, tentant de masquer son trouble. Tycho baissa les yeux, tripota la bride de sa sandale. « Ma mère, elle est partie depuis un moment. Depuis, c'est juste moi et mamie Dita. » Le mot « mamie » frappa Vicente comme un coup dans la poitrine. « Comment elle s'appelle, ta grand-mère ?»« Benedita. » Le temps s'arrêta. Vicente blêmit. Sa bouche devint sèche. Et la Brasilia, cette vieille compagne d'enfance, sembla pousser un soupir. Benedita. Ce nom résonna dans sa tête comme un secret ancien qui tambourine à la porte du présent, car la seule personne qui appelait sa grand-mère Dita, c'était elle-même. Ta grand-mère, elle a eu un fils? Tycho fronça les sourcils. Oui, mais il est parti avant ma naissance. On dit qu'il est allé tenter sa chance en ville. Il n'est jamais revenu. Et là, le cœur de Vicente s'effondra. Il avala difficilement sa salive, regarda le garçon, regarda la voiture, regarda ses propres mains, trop propres pour une vérité aussi sale. Sa tête tournait. Les souvenirs revenaient comme un raz-de-marée. Le jour où il avait quitté la maison, après une dispute avec sa grand-mère. Le jour où il avait envoyé une lettre, sans réponse. Le jour où il avait juré de ne jamais revenir. Et maintenant, devant lui, un garçon avec le même nez, la même façon de froncer les sourcils, réparant la même Brasilia qu'il avait reçue en cadeau autrefois. Vicente se mit à trembler. « Quel est le nom de famille de ta grand-mère, Tycho ?»« Andrade. » Vicente recula d'un pas. Andrade. C'était son nom. Il ne voulait pas y croire. Mais tout en lui hurlait le contraire. Le garçon qui avait réparé la Brasilia pouvait être son propre petit-fils. Vicente resta là, figé, comme une statue mal sculptée, essayant de comprendre comment le temps avait pu faire un tel détour pour revenir au même point. Le garçon devant lui, maintenant en train de siffloter et de nettoyer de la graisse avec un vieux clou, était la matérialisation d'un passé qu'il avait enterré, ou cru avoir enterré. Il clignait rapidement des yeux, comme s'il voulait se réveiller. Mais ce n'était pas un rêve, c'était une retrouvaille. Tycho tourna la tête, remarquant l'étrange comportement de l'homme. « Ça va, monsieur ?»« Oui, ça va, » mentit Vicente d'une voix plus rauque que sincère. « J'ai juste ressenti un truc dans la poitrine, un truc, dit-il. Mais le vrai nom, c'était la culpabilité, car quand on fuit la douleur, elle change d'adresse et finit par nous retrouver déguisés. Et là, dans ce petit garage, elle avait un visage d'enfant. » Vicente essaya de changer de sujet, mais c'était trop tard. Ta grand-mère, Benedita, elle habite où? En haut de la colline du campestre. Une maison bleue avec une petite fenêtre jaune. Vous ne devez pas connaître. C'est loin du centre. Il connaissait, plus qu'il n'aurait voulu. Cette maison, c'était celle où il avait grandi, où il jouait aux petites voitures avec ses cousins, où le riz de sa grand-mère avait goût d'étreinte, où les cris et les silences avait laissé des cicatrices. C'est aussi là qu'il avait claqué la porte à 17 ans, jurant de ne jamais revenir. « Et elle va bien ?» osa-t-il demander. Tycho baissa les yeux. La réponse tarda. « Elle est un peu faible, elle tousse beaucoup. Et parfois, elle oublie le nom des choses. Mais elle me dit encore « Bénédiction, mon petit-fils » chaque soir avant de dormir. Vicente sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ça? Mon petit-fils ?» Et elle parle de son fils? Oui, comme une prière. Chaque jour, elle allume une petite bougie blanche et dit
Que Dieu protège mon Vicente, où qu'il soit. » La larme qu'il retenait descendit sans demander la permission. Elle mouilla sa chemise de luxe et tomba comme une sentence. Vicente tenta de dissimuler, mais son âme était déjà nue. « Tu sais pourquoi il est parti ?» Tico haussa les épaules. Elle dit que c'était une dispute, mais elle n'a jamais tout raconté. Seulement que, au fond, elle pense que c'était sa faute. Vicente ressentit un coup de poing dans le ventre, parce qu'il avait passé sa vie à croire que c'était sa faute à elle. Mais maintenant, en voyant ce garçon maigrelet qui n'avait rien demandé mais portait tant de choses, peut-être que la faute était à celui qui n'avait jamais eu le courage de revenir. Le silence revint. Mais cette fois, il était différent. Ce n'était pas de l'inconfort, c'était une invitation à se regarder dans le miroir du temps et à affronter sa propre lâcheté. Au chat GPT 10, « Tico, tu savais que cette Brasilia appartenait à ton arrière-grand-mère ? Je m'en doutais. Elle sent la maison ancienne. Et tu savais que celui qui l'a reçue en cadeau, c'était moi ?» Tico ouvrit grand les yeux. « Vous ? Alors, ça veut dire que vous… » Vicente ne répondit pas avec des mots. Il sortit simplement son portefeuille, en retira une vieille photo, usée sur les bords, avec une odeur de tiroir fermé. C'était lui, à 10 ans, sur les genoux de Donna Benedita, tenant les clés de la Brasilia. Tico prit la photo avec ses mains pleines de graisse. Il observa, comparait le visage, et ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux étaient déjà pleins de larmes, mais des larmes bonnes, celles qui lavent l'âme. Vicente non plus ne tint pas. Il s'agenouilla, regarda le garçon dans les yeux et dit « Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de ne jamais être revenu, de vous avoir laissé, de l'avoir laissé. » Tico ne répondit pas tout de suite, mais après un moment il murmura « J'ai toujours su que Dieu réparerait la Brasilia, pour nous réparer aussi. » Et là, sur ce sol sale d'atelier, parmi les boulons, les écrous et un moteur qui s'était remis à chanter, 2 cœurs brisés recommencèrent à battre à l'unisson. Le lendemain, Vicente se réveilla avant le soleil. Pas d'insomnie. Une veille. Ces heures entre la nuit et le jour lui parurent plus longues que son enfance entière. Il avait dormi dans un hôtel en bord de route, mais l'oreiller était rempli d'épines invisibles. L'odeur de la Brasilia sur son corps, le regard du garçon, sa propre voix enrouée demandant pardon. C'était comme si chaque souvenir était revenu réclamer la dette d'une vie entière. Et à ce petit déjeuner sans goût, il prit sa décision. Je vais monter cette colline, pas de costume, pas de chaussures chères, pas de chauffeur. C'était lui-même, en t-shirt blanc et le cœur à la main. La voiture, toujours la Brasilia. Fonctionnant désormais, elle semblait même plus jeune. Mais le volant tremblait, comme s'il savait qu'il rentrait à la maison. La montée de la colline du campestre était rude, les pierres lâches, l'odeur d'herbe mouillée, les maisons empilées comme des secrets bien gardés. Mais le pire n'était pas le chemin, c'était la peur de trouver sa grand-mère vivante, et pire encore, la peur de la trouver muette, muette de pardon, muette d'émotion, muette de mémoire. Il monta lentement, comme un homme qui marche vers son jugement. Quand il gara la Brasilia devant la maison bleue, à la petite fenêtre jaune, le monde sembla s'arrêter, le portail en fer rouillé, les fleurs fanées dans le pot en argile. La petite pancarte suspendue par un fil de fer disant « Bienvenue ». Tout là disait que le temps était passé. Mais quelque chose avait résisté. Vicente inspira profondément. C'est alors que la porte s'ouvrit. Là, elle était, Donna Benedita, plus petite qu'il ne s'en souvenait, les cheveux désormais tout blancs, la peau couverte de cartes du temps. Mais les yeux, ah les yeux cherchaient encore. « Je peux vous aider ?» dit-elle d'une voix faible mais ferme. Vicente ne put répondre. Il resta là, figé, la bouche sèche et le cœur affolé. Elle plissa les yeux. « Monsieur, tout va bien ?» Il tenta de parler. « Mamie… » Le mot sortit râpé, étranglé, comme s'il n'avait jamais été prononcé, ou qu'il avait été oublié. Donna Benedita ouvrit grand les yeux. « Comment ? Mamie, c'est moi, Vicente. » Elle porta la main à sa bouche, trembla, fit 2 pas en arrière. « Non, ce n'est pas possible. »
Il entra doucement. L'odeur de la maison était la même. Savon en barre, poussière de souvenirs et café rassis. Dans un coin du salon, une étagère. Et dessus, une bougie blanche allumée. À côté, une petite boîte en bois. Vicente la regarda. Il reconnut. C'était la boîte à lettres de sa grand-mère. Il l'ouvrit. Et elles étaient là. 3 lettres, écrites par lui. Jamais répondues, jamais déchirées, jamais oubliées. Il en prit une, reconnaissait l'écriture. « Mamie, pardonne-moi, ton riz me manque, ton odeur, ta bénédiction. Je voulais revenir, mais je ne savais pas si j'avais encore une place ici. » Vicente ne tint plus. Il s'effondra, s'agenouilla sur le sol du salon et pleura comme un homme qui en a marre de fuir, comme un petit-fils qui veut redevenir un enfant. Donna Benedita s'approcha, à petits pas, avec ses mains tremblantes, et posa la paume sur sa tête, comme elle le faisait quand il était petit. « Ta bénédiction, mamie !» murmura-t-il entre 2 sanglots. Elle sourit, ferma les yeux, et répondit « Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu as mis du temps, mais tu es arrivé. » À cet instant, le temps défit le nœud, et au fond de la pièce, l'horloge murale se remit à battre. La sonnette retentit. Vicente était encore agenouillé, la tête sur les genoux de sa grand-mère, quand le vieux carillon de la porte tinta d'un son métallique, sec, grinçant, urgent. Donna Benedita se leva lentement, sans lâcher la main de son petit-fils. Dehors, la voix perçante d'une voisine se mêlait déjà. « Dita, tout va bien là-dedans? J'ai entendu pleurer. » Elle ouvrit la porte avec la sérénité de celle qui porte le poids des années sur ses épaules, et répondit « Tout va bien, Zépha. C'est juste le passé qui est revenu à la maison. » Zépha, de ses voisines qui savent tout sur tout le monde avant même que les choses n'arrivent, écarquilla les yeux en voyant Vicente. « Attends, cet homme, c'est Vicente? C'est bien lui. Il est revenu, » répondit Benedita, la voix chargée d'émotion. Mais il n'était pas mort. La question sortit sèche, comme si c'était évident, comme si disparaître 20 ans équivalait à être mort. Et peut-être, d'une certaine façon, il l'avait été. Vicente se leva lentement. Son regard croisa celui de la voisine, et dans ce bref instant, il y eut une vérité que même une commère ne pouvait ignorer. Zépha se tut, avalant sa salive, et dit simplement « Bienvenue, à nouveau ». La nouvelle se répandit plus vite qu'un potin au marché. Avant l'heure du déjeuner, la moitié du quartier savait « Le petit-fils de Donadita est revenu ». Le garçon qui était parti sans jamais donner de nouvelles. Il est plus vieux, mais c'est lui. On dit qu'il est devenu riche à la ville. On dit qu'il regrette. On dit qu'il est revenu pour l'héritage. On disait, parce que les gens aiment dire, mais personne ne savait ce qui se passait vraiment dans le cœur de Vicente. Dans la Maison Bleue, les choses reprenaient leur place. Le salon, qui sentait la solitude, sentait désormais la présence. L'horloge murale battait le temps avec plus d'entrain. Et Donna Benedita souriait plus qu'elle ne toussait. Ce jour-là, Vicente déjeuna de riz, haricots et œufs frits, et affirma que ça faisait des années qu'il n'avait aussi bien mangé. Tico s'approcha de la table, sale de rue, mais heureux comme seuls les enfants savent l'être. « Vous repartez aujourd'hui » demanda-t-il un peu timide. Vicente le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, répondit sans hésitation « Non, pas aujourd'hui, ni demain, ni de sitôt. » Tico afficha un sourire si large qu'il aurait pu contenir tout le quartier. « La Brasilia est encore là dehors. Si vous voulez, on peut changer l'huile plus tard. » Vicente rit. « Je veux bien, mais à une condition. »« Laquelle ? C'est toi qui m'apprends. Parce que, visiblement, tu la connais mieux que moi. » Tico haussa les épaules, tout fier. « C'est que je l'écoute, avec le cœur. » Vicente eut la gorge serrée, parce que dans cette phrase, il y avait plus de sagesse que dans tous les livres de gestion qu'il avait lus. Plus de vérité que dans les contrats qu'il avait signés. Plus de vie que dans les années passées, loin d'ici. Plus tard, au crépuscule, il sortit sur le trottoir et observa simplement le quartier. Les garçons courant après un ballon crevé, les voisines criant d'une fenêtre à l'autre, la radio qui jouait une vieille chanson de campagne dans un garage. C'est alors qu'il entendit « Vicente, c'est bien toi ?» La voix venait du coin de la rue. Un vieil homme maigre, avec une canne et un sourire grand ouvert, descendait la rue avec difficulté.
C'est bien moi, monsieur Noé. Mon garçon, tout le monde ici pensait que tu étais mort. Il y a même eu une messe pour toi au bar du coin. » Vicente rit, mais c'était un rire serré. « Parfois, on meurt sans être enterré, hein ?» Monsieur Noé frappa le sol avec sa canne. « Et parfois, Dieu nous ressuscite sans prévenir personne. » Silence. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Et Vicente comprit que revenir n'était que le début. Désormais, il devrait prouver à tous, y compris à lui-même, qu'il était encore possible de bâtir un présent nouveau avec les morceaux du passé. Au ChatGPT 10, ce soir-là, le ciel semblait vouloir dire quelque chose. La lune apparut timidement entre les nuages et le vent frappait les fenêtres avec une cadence qui rappelait les berceuses que Benedita chantait à l'époque des lampes à huile. Vicente était assis sur la véranda de la Maison Bleue, regardant dans le noir comme s'il cherchait des réponses dans l'obscurité. Tico dormait dans la chambre, enroulé dans une couverture délavée avec un Pikachu effacé. Et Elisa, elle arriva lentement, traînant ses chaussons en tissu et tenant quelque chose entre les mains. C'était une enveloppe jaunie, déjà un peu froissée, avec son nom écrit à la main, Vicente. Elle s'arrêta devant lui, respira profondément et par là-bas, la voix tremblante, « Cette lettre, je l'ai écrite l'année où tu es parti. Je n'ai jamais eu le courage de l'envoyer. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, comme si la question venait de l'enfant qu'il avait été. « Parce que je croyais que tu étais trop en colère pour la lire. Et après, j'ai eu peur que tu ne répondes pas. » Vicente prit l'enveloppe comme on prend le cœur de quelqu'un. « Je peux ?» Elle acquiesça, silencieuse. Il ouvrit. La lettre était simple, mais chaque ligne pesait plus que les valises qu'il avait emportées en fuyant la maison. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que tu as décidé d'écouter ce que je n'ai jamais su dire en te regardant dans les yeux. J'ai fait des erreurs, en essayant de bien faire. J'ai été dur, têtu, mère à ma façon, une façon apprise dans la douleur. Quand tu es parti, j'ai pleuré en cachette pendant des mois. Je faisais semblant d'aller bien, mais je dormais avec ta chemise dans les bras. Il y a eu des jours où je t'en ai voulu, des jours où je m'en suis voulu à moi. Mais chaque jour, mon fils, chaque jour, j'allumais une bougie et je disais « Reviens à la maison, mon petit, c'est tout, reviens. La Brasilia est toujours là, ta chambre aussi. Et mon cœur n'a jamais quitté l'endroit où tu l'as laissé. » Vicente ne put finir. L'encre déjà brouillée montrait qu'elle avait pleuré sur ce papier. Et maintenant, c'était lui qui le trempait de larmes nouvelles. « Je t'en ai voulu pendant des années, mamie, » dit-il, la voix nouée. « Mais la vérité, c'est que je ne savais juste pas comment me pardonner moi-même. » Donna Benedita s'assit à côté de lui. Elle lui prit la main, aujourd'hui celle d'un homme, mais qui tremblait encore comme celle d'un enfant effrayé. « Quand tu es parti, c'est comme si mon âme était partie aussi. Et moi, je pensais qu'il était trop tard. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, mon fils. Même après tout ce que j'ai fait, » elle le regarda droit dans les yeux et dit avec fermeté, « Dieu ne compte pas les chutes. Il veut juste savoir si tu as encore la force de te relever. » Silence. Au fond de la rue, un chien aboya, et soudain Vicente sentit le besoin de partager quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. « Mamie, la seule fois où j'ai pleuré dans la grande ville, c'était le jour où j'ai entendu une dame fredonner cette chanson que tu aimais, Tico Tico no Fuba. Je me souviens, c'était celle que ton grand-père jouait au cavaquinho. Oui, quand je l'ai entendue, j'ai craqué. J'étais dans une voiture de luxe devant un restaurant chic, mais j'ai pleuré comme un enfant, et je me suis juré que si un jour je réentendais cette chanson, je rentrerais à la maison. Et pourquoi tu n'es pas revenu avant ?» Vicente leva les yeux vers le ciel, parce qu'on s'habitue à fuir, et on croit que le courage, c'est ne jamais revenir. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le vrai courage, c'est demander pardon avec la valise à la main et la fierté dans la poche. Donna Benedita posa sa tête sur son épaule, et ils restèrent là, grand-mère et petit-fils, complices du même silence, mais il y avait encore quelque chose que Vicente ignorait. Le lendemain, il découvrirait que le passé gardait une blessure de plus, une blessure que personne n'avait voulu rouvrir, une blessure enfermée dans un coffre, avec une photo qui allait tout changer. Le jour se leva gris. Ce n'était pas la pluie,
Mais c'était comme si le ciel savait qu'on allait laver quelque chose, de l'intérieur. Vicente s'était réveillé tôt, mais il resta couché. Le plafond de sa vieille chambre, avec cette tache d'humidité dans le coin et les posters décolorés de groupe qu'il n'écoutait même plus, semblait lui parler. Tico, déjà debout, jouait dehors avec la Brasilia, comme on brosse un vieux cheval qu'on aime. Le garçon avait ce don, aimer réparer ce que le monde jette. Vicente se leva, posa ses pieds nus sur le sol froid et se dirigea vers la cuisine. L'odeur du café de Donna Benedita était la même, fort, honnête, avec une touche de cannelle, qu'elle n'avouait jamais avoir ajoutée. « Bien dormi, mon fils ?» ?»« J'ai dormi, comme quelqu'un qui est revenu dans des bras familiers. » Elle sourit. Mais ce sourire n'était que partiel, comme si elle gardait un secret au coin des lèvres. Vicente le sentit. « Qu'est-ce qu'il y a, mamie ? Tu as ce regard de quelqu'un qui en sait plus qu'elle ne veut dire. » Elle mit un moment avant de répondre. « C'est que, il y a quelque chose qui est resté trop longtemps enfermé. » Vicente fronça les sourcils. « Encore un secret ? Ce n'est pas un secret, c'est une douleur, de celles qu'on range dans un coffre en pensant que le temps les efface. Mais le temps ne fait que mettre de la poussière. » Alors elle se leva lentement, alla au fond de la maison, ouvrit une porte grinçante et revint avec un petit coffre en bois sombre, fermé par un verrou de fer. Tout est là-dedans, y compris la photo. Vicente s'assit, le cœur dans la gorge. Sa grand-mère déverrouilla le coffre avec une clé, suspendue à son cou, accrochée à un crucifix et à un vieux bouton qu'il ne se rappelait même plus. À l'intérieur, il y avait des lettres, des papiers, des jouets cassés, et une photo en noir et blanc, jaunie sur les bords. Vicente la prit avec des mains tremblantes. C'était l'image d'une jeune femme, tenant un bébé dans ses bras, et à côté d'elle, c'était lui, plus jeune, plus maigre, les yeux pleins d'avenir, mais tenant la main de cette femme. « C'est qui, mamie ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Benedita ferma les yeux un instant. « C'est ta mère. » Vicente resta sans voix. « Ma mère ? Mais elle est morte à ma naissance. C'est ce qu'on m'a toujours dit. » Benedita inspira profondément. « On a dit ce qui était le plus facile, mais la vérité est différente. » Vicente étouffa. « Comment ça, mamie ? Ta mère, elle n'est pas morte en te mettant au monde. Elle t'a confié à moi. Et elle a disparu. » Le monde s'écroula, le café refroidit dans la tasse, le soleil cessa d'entrer par la fenêtre, et le cœur de Vicente se transforma en un nœud impossible. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix brisée. Elle était très jeune, effrayée, sans soutien. Elle avait honte, elle avait peur. Et moi, j'ai cru te protéger en cachant la vérité. Vicente ferma les yeux. Tout ce qu'il croyait s'effondrait. La colère monta, son corps tremblait. Alors toute ma vie a été un mensonge? Non, mon fils, l'amour était vrai, la douleur aussi. Seule l'histoire était mal racontée. Il se leva, marcha dans la cuisine comme quelqu'un cherchant de l'air dans un endroit vide. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais revue, mais elle a envoyé une lettre. Une seule. Elle est là aussi. Vicente prit l'enveloppe jointe à la photo. Elle était courte, écrite à la main, avec une écriture maladroite, comme si l'âme brisée avait guidé le stylo. « Si un jour il veut me trouver, dis-lui que je m'appelle Elisa, que j'ai pensé à lui chaque jour, que je ne l'ai jamais cessé d'aimer, mais que je n'ai pas su être mère quand il le fallait. Pardon. » Vicente tomba à genoux sur le sol. C'était trop. Trop pour une seule journée. Trop pour un cœur déjà rafistolé. Donna Benedita s'approcha, et pour la première fois depuis des années, elle laissa une larme couler librement. « J'ai fait une erreur, mon fils, mais j'ai fait ce que je pensais être juste. Maintenant, c'est à toi de choisir. Continuer avec le mensonge, ou chercher la vérité, même si elle fait mal. » Vicente serra la lettre entre ses mains, leva les yeux vers le plafond, et dit « Alors maintenant, je vais aller jusqu'au bout. » Et à cet instant, il savait, Tico n'était pas seulement le lien avec le passé, il était aussi le pont vers un futur qu'il n'avait jamais imaginé. Mais la question qui résonnait en lui était unique. Si Elisa était encore vivante, accepterait-elle d'être mère après tout ce temps?
Au ChatGPT 10, Vicente passa le reste de la journée comme quelqu'un qui transporte un fantôme dans la poche. La lettre de sa mère, froissée et moite dans la paume de sa main, brûlait comme une braise. Tico, sans comprendre tout le poids de ce silence, continuait à jouer dans le garage, dessinant au charbon sur le sol de l'atelier. Mais à l'intérieur, l'homme qui était revenu comme petit-fils voulait maintenant partir comme fils. « Mamie, par où je commence ? Comment retrouver quelqu'un avec juste un prénom ?» Benedita réfléchit longuement. Elisa n'avait jamais son nom complet sur les papiers de l'hôpital. Elle utilisait celui de sa mère, Castro. Elisa Castro. Vicente nota cela dans un vieux carnet. Puis il alluma l'ordinateur qu'il avait dans sa valise, se connecta au Wi-Fi du voisin et passa des heures à fouiller. Réseaux sociaux, registres publics, groupes communautaires, journaux anciens, rien. Jusqu'à ce que sur un forum de sages-femmes à la retraite, il trouve une piste. Un commentaire daté de 2004. Elisa Castro, sage-femme du sud du Minas, a aidé plus de 80 femmes à accoucher sans jamais rien demander. Vicente sentit un frisson dans le dos. Une sage-femme, quelqu'un qui avait renoncé à sa propre maternité, mais qui s'était consacré à aider d'autres femmes à vivre la leur. Il nota le nom de la ville, São Jacinto das Pedras. 5 heures de route. « Mamie, j'y vais. Tu es sûre ? » ?»« Oui, et pas seulement pour moi. Pour ce garçon qui a grandi en croyant qu'il n'était le fils de personne. » Le lendemain, il partit tôt. Tico voulut venir, mais Vicente lui expliqua que ce voyage devait être fait seul. C'est une conversation entre un adulte et son passé. Toi, tu as encore tout ton avenir devant toi. Tico comprit, à sa manière. Il resta au garage, nettoyant la Brasilia comme on essuie l'absence avec un chiffon et de la graisse. La route jusqu'à São Jacinto était sinueuse, bordée d'arbres qui semblaient chuchoter des secrets. Une fois en ville, il alla directement au seul centre de santé. « Vous connaissez une Elisa Castro ?» La réceptionniste, une femme d'âge moyen, ouvrit grand les yeux. Oui, elle était sage-femme ici. Elle habitait dans la rue du Bas, mais maintenant elle est en maison de repos. Son état est fragile. Vicente déglutit difficilement. Elle reçoit des visites ? Rarement. Presque plus personne ne vient. La plupart ne savent même pas qu'elle est encore vivante. Il nota l'adresse et s'y rendit. Chaque pas jusqu'à la maison de retraite lui pesait dans les jambes. Le portail blanc, le silence des couloirs, l'odeur de lavande passée et de médicaments. Une infirmière l'accompagna jusqu'à la chambre. À l'intérieur, une femme aux cheveux courts et blancs regardait par la fenêtre. « Donna Elisa, vous avez de la visite ?» Elle ne répondit pas. Vicente s'approcha. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Donna Elisa. Elle tourna lentement le visage. Ses yeux flous tentèrent de reconnaître. Vicente tira une chaise, s'assit face à elle. « Je m'appelle Vicente. Je suis votre fils. » Elle ne dit rien. Pas de choc, pas de larmes. Elle le regardait simplement. « Vous m'avez confié à ma grand-mère, Benedita Andrade. Vous vous souvenez ?» Elisa resta silencieuse, jusqu'à ce qu'au bout de longs instants, elle murmure « Je sais qui tu es. » Vicente retint ses larmes. « Alors, pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché ?» Elle baissa les yeux. « Parce que je croyais que tu serais mieux sans moi, parce que je ne savais pas être mère quand il le fallait. Et ensuite, je pensais qu'il était trop tard. Mais aujourd'hui, je suis là. » Elle le regarda dans les yeux. « Je sais. Et tu veux savoir si je veux encore être mère, n'est-ce pas ?» Silence. « Oui, je veux savoir s'il y a encore une place pour moi dans ce mot. » Elisa ferma les yeux. 2 larmes coulèrent, lentes. Puis, d'une voix brisée, elle répondit « Je ne sais pas si je sais encore être mère, mais je peux essayer d'être une étreinte. » Vicente pleura. Il pleura comme quelqu'un qui retrouve ce qu'il ne savait même pas avoir perdu. Il prit Elisa dans ses bras, doucement. Elle, fragile comme une feuille d'automne. Lui, tremblant comme une branche dans le vent. Et à cet instant, le temps n'avait plus d'importance. Les années perdues devenaient poussière. Il ne restait plus que l'instant. À la porte de la chambre, l'infirmière regardait en silence, et elle raconterait ensuite à toutes ses collègues. Aujourd'hui, Elisa a parlé plus que pendant les 5 dernières années. Aujourd'hui, elle a souri. Au ChatGPT 10, Vicente rentra à la maison le cœur plein, et les mots rares.
La route du retour lui sembla plus courte, peut-être parce que cette fois, il ne portait plus le poids du doute, mais l'espérance. L'espérance que, malgré tout, il était encore possible de reconstruire. Il arriva en fin d'après-midi. Le ciel était teinté d'orange brûlé et la rue de la Maison Bleue était animée. Des gens assis sur les trottoirs, des enfants qui couraient, des voisins qui chuchotaient, et au milieu du brouhaha, Tycho, le visage taché de graisse, monté sur le capot de la Brasilia comme sur une scène. Vicente arrêta doucement la voiture. Il descendit. Et avant même de fermer la portière, il entendit « C'est lui, Vicente, le petit-fils de Donadita est revenu encore une fois. » Les voix se multiplièrent. « C'est le monsieur de la grande ville. Il paraît qu'il a retrouvé sa mère. Il paraît qu'elle est encore vivante. Il paraît qu'ils vont tous vivre ensemble maintenant. » Vicente sourit, un peu gêné. Les petites villes ont ce pouvoir, transformer un soupir en manchette. Tycho courut vers lui. « Alors, tu l'as trouvé ?» Vicente s'accroupit, le regarda dans les yeux et dit « Je l'ai trouvée. Elle se souvient, elle savait, et elle veut essayer. » Tycho ouvrit un large sourire, de ceux qu'on ne voit que chez ceux qui croient sans preuve. « Alors maintenant tu as une mamie, une maman, et moi ?» Vicente rit. « Toi, mon fils, je te considère comme bien plus encore. » Donna Benedita apparut à la porte. Elle regarda son petit-fils, les yeux embués, et demanda doucement « Elle est vivante ?»« Oui, mamie, fragile, mais vivante. »« Alors, amène-la ici. » Vicente fronça les sourcils. « Ici ? Oui, cette maison a abrité le silence trop longtemps. Il est temps qu'elle devienne un lieu de retrouvailles. » 2 jours plus tard, Vicente retourna à la maison de repos, le cœur battant comme un tambour dans le noir. Elisa portait une robe claire, les cheveux coiffés et les yeux humides. « Tu es sûr de vouloir y aller ? Je ne peux pas mourir sans revoir cette maison, sans regarder dans les yeux la femme à qui j'ai remis ma honte, et transformer ça en paix. » Le voyage se fit en silence, mais un silence riche de sens. Et quand la Brasilia blanche tourna dans la rue du Morro do Campestre, la ville entière s'arrêta. Dona Zefa pleurait à la fenêtre. Monsieur Noé ôta son chapeau. Même les chiens du quartier se turent. C'était comme si tout le monde savait, cette Brasilia transportait bien plus que des gens. Elle transportait le pardon. Vicente descendit en premier, puis il tendit la main à Elisa, qui posa le pied au sol avec difficulté. Mais quand elle vit Benedita sur le seuil, droite, les bras ouverts, ses genoux ne tremblèrent plus. Elles se regardèrent. 40 ans de silence tenu en 3 secondes de regard. Et puis, Elisa pleura. Benedita aussi. Et elles s'enlacèrent. Une étreinte sans mots, sans reproche, sans passé. Une étreinte qui disait « On ne savait pas comment, mais on s'est aimé quand même. » Les voisines pleuraient. Tycho applaudissait. Et même la cloche de l'église semblait sonner plus fort. Vicente, debout sur le trottoir, regardait tout cela comme quelqu'un qui voit un miracle de ses propres yeux. Monsieur Noé s'approcha. « J'ai jamais vu ça ici. La ville entière est descendue du Morro juste pour voir une accolade. » Vicente inspira profondément. C'est que certaines accolades sauvent plus que des hôpitaux. Elles ressuscitent. Et ce jour-là, dans cette rue sans trottoir, avec une odeur d'enfance et une musique de rédemption, la Maison Bleue au volet jaune cessa d'être un musée de douleur et devint un foyer de recommencement. Au ChatGPT 10, ce samedi matin-là, le soleil entrait dans la Maison Bleue avec une lumière différente. Ce n'était pas juste de la clarté, c'était une bénédiction. De celles qui disent silencieusement « Aujourd'hui sera un beau jour, même s'il fait mal ». La rue ne chuchotait plus comme avant. Désormais, elle observait, en silence, comme on observe ce qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on respecte. À l'intérieur, Donna Benedita préparait le café. Vicente lavait la vaisselle, vêtu d'un tablier fleuri de sa grand-mère, bien trop petit pour lui. Et Elisa, elle coiffait doucement les cheveux de Tycho, dans un geste si simple mais si chargé de sens, que même le temps s'arrêta pour regarder. « Tu sais que tu me rappelles quelqu'un ?» dit-elle en souriant. « Ah bon ? Qui ça ?» demanda Tycho, curieux. « Un garçon que j'ai laissé partir, mais qui est revenu vers moi, avec un autre nom, un autre visage, mais le même cœur. » Tycho ne comprit pas vraiment, mais il sentit la tendresse, et il sourit avec les yeux.
Vicente observait la scène de loin. Le nœud dans sa gorge était constant, mais maintenant c'était un bon nœud, de ceux qui tiennent l'âme pour qu'elle ne se perde plus jamais. Après le café, les trois sortirent dans le jardin. Là, parmi les plantes desséchées et les souvenirs enfouis, Elisa prit son courage à deux mains. « Je voulais te demander pardon, Benedita. » La vieille matriarche leva lentement les yeux. « Pourquoi ? Pour t'avoir tout laissé. Un bébé dans les bras, la peur, la honte. Et pour m'être enfuie comme si je n'étais pas assez femme pour être mère. » Benedita s'approcha, elle lui prit la main, avec fermeté. « On a fait ce qu'on a pu, Elisa, d'une manière maladroite mais avec amour. Et tu sais, si tu étais restée, peut-être qu'il ne serait pas devenu l'homme qu'il est. Mais il n'aurait peut-être pas autant souffert non plus. La souffrance façonne, ma fille. La douleur a été notre maîtresse. Mais maintenant, il est temps d'apprendre la paix. » Les deux femmes s'enlacèrent, et dans cette étreinte, elles signèrent un pacte avec la vie. Il n'y aurait plus de culpabilité, seulement du soin. Tycho, silencieux, regardait tout cela. Puis Elisa s'agenouilla devant lui. Elle prit ses petites mains, sales de jouer avec de l'huile et de l'espoir. « Tu sais ce que tu as fait, Tycho ? J'ai réparé la Brasilia. » Elle rit, une larme coulant doucement au coin de son œil. « Non, tu as réparé bien plus. Tu as pris le cœur de ton père. Tu l'as recousu avec le silence. Tu l'as rapiécé avec une étreinte. Et tu me l'as rendu. » Tycho cligna des yeux. « Moi ? Mais j'ai rien fait d'extraordinaire. Tu as écouté ce que personne n'écoutait. Tu as cru quand personne ne croyait. Tu m'as regardé, et tu n'as pas vu une erreur. Tu as vu un espace. » Vicente s'approcha, touché. « Maman ?» Elle tourna le visage, surprise, émue. « Quoi ? Je ne t'ai jamais appelé comme ça. Je n'en avais jamais eu le courage. Et maintenant ? Maintenant, j'ai envie de le dire tous les jours. Silence. Maman, mon fils. » Ils s'enlacèrent. Et Benedita, assise sur le vieux banc du jardin, ferma les yeux et murmura. « Maintenant oui, je peux partir en paix. » Vicente se retourna, inquiet. « Mamie, ne dis pas ça. » Elle sourit. « Partir en paix, ce n'est pas mourir, mon fils. C'est vivre sans poids. Et aujourd'hui, vous m'avez retiré le monde des épaules. » Le vent souffla entre les branches sèches, emportant les douleurs d'une vie. Et dans ce jardin, où ne poussaient que des souvenirs, naissait enfin la présence. Plus tard, Tycho prit du papier, de la colle et des ciseaux. Il fabriqua une pancarte un peu de travers et la colla sur la porte d'entrée. « Famille Andrade Castro, maintenant au complet. » Quand Vicente la vit, il ne put retenir son rire. « Andrade Castro ? Oui, toi, t'es Andrade, non ? Et elle, c'est Castro. Alors maintenant, on mélange tout. » Vicente leva les yeux vers le ciel. « Ce gamin ira loin. » Mais Elisa répondit d'une voix douce, « Non, il va rester ici, parce que maintenant, il a un endroit où revenir. » Et ce soir-là, quand les lumières de la Maison Bleue s'éteignirent, tout le quartier s'endormit en paix. Mais ce que personne ne savait, c'est que la semaine suivante, une proposition inattendue allait tomber entre les mains de Vicente. Un projet qui unirait le passé, le présent, et une multitude de vies oubliées. 3 jours plus tard, Vicente était assis sur le trottoir de la Maison Bleue, buvant un café dans un vieux pot de yaourt en verre et discutant avec son voisin, Monsieur Noé. Le ciel était clair, le soleil caressait doucement son visage, et les arbres dansaient avec le vent, comme seuls les arbres de l'intérieur savent le faire. « T'as changé, hein, Vicente ? T'as même des marques de soleil sur la figure maintenant. » « C'est vrai. Le costume est rangé au placard. Maintenant, ma tenue, c'est la nostalgie lavée à la main. Et cette Brasilia, on dirait qu'elle est neuve. C'est Tycho. Ce gosse a des mains d'ange et des oreilles de saint. » Monsieur Noé sourit et but une gorgée de son café noir, aussi amer que la vie. C'est alors qu'un motard arriva. Un casque miroir sur la tête, un uniforme de livraison et une enveloppe tendue à la main. « C'est bien vous, monsieur Vicente Andrade ?» Lui-même. Vicente prit l'enveloppe. Le papier était épais, officiel. En haut à gauche, le logo de son ancienne entreprise. Andrade Incorporation, projet Mirante du Centre. Il ouvrit, les sourcils déjà froncés. À l'intérieur, une proposition détaillée, un projet immobilier de luxe, sur le terrain même où se trouvait la maison d'enfance de sa mère.
sur le même Moreau où vivait encore Benedita, le même endroit où Tycho et les autres enfants jouaient, couraient, existaient. Son cœur se serra. Sur le papier, on lisait « Démolition des zones abandonnées, construction de 40 appartements haut de gamme, vue panoramique, espace gourmet, sécurité 24 heures, 24. » Mais Vicente ne voyait que les visages des enfants du Moreau, le sourire édenté de Tycho, la larme au coin de l'œil de sa grand-mère. Il sortit son téléphone, appela son ancien associé. « Vicente, on est en train de finaliser le terrain de São Tomé. Il ne manque plus que ta signature. Annule tout. » « Quoi? Mais t'es devenu fou? » »« Fou, oui. Fou de faire ce qu'il faut. Tu balances des millions à la poubelle. » Vicente soupira. « L'argent achète une belle vue. Mais il n'achète pas ce que j'ai vu ici. » Et il raccrocha. Le même après-midi, il réunit Tycho, Benedita, Elisa et quelques voisins dans le jardin. Il installa un tableau blanc et écrivit en lettres majuscules « Fondation Tycho, atelier de l'espoir. » Silence. Tycho fronça les sourcils. « Un atelier de quoi? D'espérance. On va prendre ce vieux hangar en haut du Moreau et en faire un endroit pour transmettre ce que tu sais faire. Réparer des voitures, écouter les moteurs, prendre soin de la mémoire des choses, et plus encore, apprendre à d'autres enfants qu'on oublie, à ne pas s'oublier eux-mêmes. » Elisa porta la main à sa bouche, émue. « Tu vas vraiment faire ça? Je suis née ici, maman. Mais trop longtemps, j'ai cru qu'il fallait renier ses racines pour grandir. Maintenant, je comprends. Les racines ne retiennent pas, elles soutiennent. » Tycho sauta dans les bras de son père. « Je vais être professeur? Tu vas être professeur, mécanicien, inventeur et héritier. » « Héritier de quoi? » Vicente sourit. « D'une histoire que plus personne ne pourra t'enlever. » À la fin de l'après-midi, tout le quartier s'y mit. Certains apportaient des briques, d'autres offraient de la peinture. Monsieur Noé arriva avec des outils rouillés. Zépha amena un gâteau de maïs. Et incroyable, même Donna Benedita prit un rouleau de peinture et mit la main à la pâte. Elisa prit en charge la partie pédagogique. Elle transforma une pièce en salle de lecture, disposa des livres sur de vieilles tables, éparpilla des coussins au sol. « Ici, ce sera l'endroit où ils apprendront à rêver, » disait-elle. Et quand le soleil se coucha, parsema le ciel d'étoiles, Vicente prit un pinceau et écrivit sur le mur du hangar. « Ici, on répare plus que des moteurs. Ici, on recoud des âmes. » Et ainsi, l'homme qui était revenu pour comprendre son passé finit par construire l'avenir d'une ville entière. Au ChatGPT 10, le jour de l'inauguration arriva. Le ciel, qui promettait une fête, décida lui aussi de verser quelques larmes. Pas une tempête, juste une petite pluie fine de celle qui lave plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais personne ne quitta les lieux. Le hangar, autrefois sale, abandonné, imprégné d'humidité, était désormais un temple de possibles. Sur la façade, peinte avec des tuiles recyclées et de la peinture donnée, on lisait en grandes lettres « Atelier de l'espoir, Tycho Andrade Castro ». Au milieu de la foule, Tycho portait les cheveux bien coiffés sur le côté et une chemise trop grande pour lui. Hérité de son père, manche roulée avec fierté, Vicente ajustait un micro de fortune posé sur une vieille caisse en bois. Elisa tenait un carnet où elle avait rédigé son discours avec une écriture appliquée. Et Donna Benedita était assise au premier rang sur une chaise en plastique, un foulard fleuri sur les épaules, les yeux humides. Les habitants de la ville s'étaient entassés sous des parapluies colorés. Même des voisins venus de la ville d'à côté étaient là, juste pour voir le garçon de la Brasilia. Monsieur Noé avait apporté une vieille radio à piles qui diffusait doucement un vieux samba. Et soudain, le silence tomba. Vicente monta sur la caisse et commença à parler. Et quand j'ai quitté cette ville, je suis parti avec de la colère. Colère envers mon histoire, colère envers ma grand-mère, colère envers moi-même. J'ai passé 20 ans à essayer de devenir quelqu'un d'important. Et je l'ai fait. Mais un jour, le moteur de la vieille Brasilia de ma grand-mère s'est arrêté. Et c'est un garçon, au visage sale mais au cœur pur, qui l'a fait redémarrer. La foule écoutait, suspendue à ses mots. Ce garçon m'a appris que réparer un moteur est facile.
Le plus dur, c'est de réparer l'absence. Vicente montra son fils du doigt. Voici Tico. Il ne me connaissait pas, mais il m'a reconnu. Et grâce à lui, j'ai pu me reconnaître moi-même. Tico baissa les yeux, ne sachant où cacher son sourire. Cet atelier n'est pas seulement pour les voitures, c'est un atelier d'âme. Ici, chaque enfant va apprendre un métier, mais surtout, il apprendra que personne ne n'est oublié, ni fils, ni petit-fils, ni personne. Les applaudissements fusèrent. Zépha pleurait à chaudes larmes, se ventilant le visage avec la main. Vicente descendit de sa caisse. Il appela Elisa. Elle saisit le micro, les mains tremblantes. « J'ai été mère 1 minute et j'ai fui pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, je promets d'être un refuge pour tous les enfants qui franchiront cette porte. Et à mon fils, je promets d'être ce que j'aurais dû être depuis le début. Une présence. » Nouvelle salve d'applaudissements. Donna Benedita se leva avec difficulté, mais elle avança jusqu'au centre. Elle regarda la foule, puis leva les yeux vers le ciel. « Dieu m'a permis de vivre jusqu'ici, pour que je voie ce qu'il peut faire quand on pose la fierté et qu'on choisit d'aimer. » La pluie se mit à tomber un peu plus fort, mais personne ne bougea. Au contraire, des enfants commencèrent à courir pieds nus dans la boue, riant comme si le monde était redevenu simple. Tico courut aussi, et lorsqu'il glissa dans une flaque tombant sur le dos, il éclata d'un rire si pur, si vrai, que même le ciel sembla sourire, en voyant un rayon de soleil timide entre 2 nuages. Vicente regarda la scène et dit « Tu vois ça, maman ? Je vois. C'est pour ça que j'ai tout quitté. Et qu'as-tu gagné ?» Vicente répondit, la voix serrée « Tout ce qu'aucune fortune ne peut acheter. Une famille, une histoire, et la foi en ce qui vient après. » Ce soir-là, l'atelier ouvrit officiellement ses portes. Les premiers élèves furent inscrits. L'odeur de la graisse se mêlait à celle du maïs soufflé et du gâteau de fubá. Et sur les murs, des dessins faits par des enfants montraient des petites voitures, des cœurs et une brasilia blanche avec un garçon qui souriait derrière le volant. La dernière scène de la journée fut celle de Vicente, agenouillé sur le sol de l'atelier, une clé plate dans une main et la main de son fils dans l'autre. Il le regarda et dit « Promets-moi que tu n'arrêteras jamais d'écouter le bruit des cœurs qui ont besoin d'être réparés. » Tico hocha la tête. « Je te le promets, papa. » Et Vicente conclut « Alors tu seras bien plus que ce que j'ai un jour rêvé d'être. » Et là, entre les pièces mécaniques et les âmes rapiécées, naquit plus qu'un futur, naquit une promesse, qu'aucun enfant ne grandirait plus en pensant qu'il ne valait rien. La Maison Bleue dormait paisiblement, ou presque. Il était environ 3 heures du matin quand Vicente fut réveillé par un bruit étrange. Ce n'était ni un cri, ni un coup de tonnerre. C'était un silence trop profond. Il se leva, le cœur affolé. Elisa dormait dans la chambre d'à côté. Tico aussi, éparpillé sur son lit, la couverture au sol, un petit jouet coincé sous sa jambe. Mais en passant devant la chambre de Donna Benedita, le choc fut immédiat. Mamie, elle était assise au bord du lit, pâle, tremblante, en sueur. Sa respiration courte, hachée. « Aide-moi » souffla-t-elle, la voix éteinte comme une bougie à bout de mèche. Vicente courut, lui prit la main. Elle était glacée. « Maman, Tico, réveillez-vous, vite, préparez la voiture !» La confusion dans la nuit fut silencieuse et désespérée. Elisa tremblait en essayant de couvrir la vieille femme d'une couverture. Tico, paniqué, courait en rond, tenant le téléphone et les clés de la brasilia. « Je vais conduire !» cria-t-il entre 2 sanglots. « Elle peut le faire !» Vicente le prit dans ses bras. « Non, mon fils, tu la conduiras quand elle reviendra. Maintenant, c'est à moi de veiller. » Ils partirent à l'hôpital de la ville. Là, tout se passa comme dans un film muet. Des formulaires, des médecins qui courent, des examens, le bip sec du moniteur cardiaque et une salle trop froide pour quelqu'un qui avait vécu autant. Vicente faisait les 100 pas dans le couloir. Elisa, assise, les mains jointes comme en prière. Tico, sur ses genoux, les yeux rouges, inondés. « Est-ce qu'elle va mourir, papa ?» Vicente s'agenouilla, regarda son fils dans les yeux. « Je ne sais pas, mais si elle doit partir, elle le fera en sachant que tout ce qu'elle a planté a enfin fleuri. » Les heures passèrent.
Chacune semblait durer une éternité, jusqu'à ce que le médecin sorte. Elle a eu une forte crise. L'âge, ses poumons déjà faibles, l'émotion, mais elle est stabilisée, pour le moment. Vicente inspira comme s'il sortait d'un puits. Ses jambes tremblaient. Je peux la voir, un à la fois. Et rapidement, Vicente entra. La chambre blanche, aseptisée, avait l'odeur de l'oubli. Et pourtant, elle était là, petite, les yeux clos, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle dormait entre deux mondes. Il lui prit la main et murmura « Mamie, ne nous fais pas ça, tu as encore tant à nous apprendre. » Elle ouvrit lentement les yeux. « Quel est ce bruit? On dirait un moteur qui tousse. » Vicente sourit à travers ses larmes. « C'est ton cœur. » Il essaie de redémarrer. Elle serra sa main. « J'ai vu ton grand-père, tu sais. Il était à la porte, avec son vieil accordéon. » Vicente déglutit. « Et qu'est-ce qu'il a dit? » Il a dit « Reste un peu, ils ont encore besoin de toi. » Et toi, qu'as-tu répondu? J'ai dit que je restais, mais juste encore un moment. Le temps de voir Tico apprendre à réparer sa première voiture. Vicente embrassa son front. Tu verras plus que ça, mamie. Tu verras ton arrière-petit-fils grandir, l'atelier plein, la ville changer. Elle sourit, mais son regard savait. Elle savait que le corps ne tient pas éternellement. Elle savait que la fin approche, surtout quand le cycle se referme avec beauté. En sortant, Vicente serra Tico dans ses bras. Elle va rester encore un peu. Tico soupira de soulagement. Elle l'a promis, elle l'a promis. Cette nuit-là, la maison bleue se rendormit. Mais pas comme avant. Maintenant, tous savaient, la vie est un moteur fragile. Elle demande de l'entretien constant. Et parfois, elle a juste besoin de quelqu'un qui sache écouter. Le lendemain, Vicente rassembla les élèves de l'atelier. Des enfants venus de plusieurs quartiers pauvres. Des garçons et des filles qui n'avaient jamais tenu une clé anglaise. Des jeunes que la ville appelait « perdus ». Il s'arrêta devant eux, le regard plein de cette gravité douce que seul le vécu donne. À partir d'aujourd'hui, l'atelier a un nouveau nom. Il s'appelle Atelier Donna Benedita, l'endroit où ce qui était perdu recommence à fonctionner. Ils applaudirent, certains pleurèrent. Et là, dans ce hangar chargé d'odeurs de graisse et d'échos du passé, Vicente leur transmit la plus dure des leçons. Tous les moteurs ne peuvent pas être sauvés, mais chaque cœur mérite une deuxième chance. Ce fut un mardi, un de ces jours qui commencent trop normalement. Soleil doux, café fort, une vieille chanson à la radio. Vicente terminait d'apprendre aux enfants comment changer un roulement de roue sur un vieux Gol 87 quand le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Une voix calme, mais ferme. « Monsieur Vicente, c'est à propos de Donna Benedita. » Le monde se figea. « Elle va bien ?» Silence. On a tout tenté. Mais elle est partie. Vicente ne répondit pas. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il baissa simplement la tête et resta là, les mains sales de cambouis, le cœur propre de toute culpabilité mais chargé de saudade. Il se rendit à l'atelier, tapa 2 fois dans ses mains. Tous les élèves se turent. Aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Aujourd'hui, on s'arrête pour remercier. Tico comprit sans qu'aucune explication ne soit donnée. C'est elle? Vicente acquiesça. Tico courut et l'enlaça fort. On l'a perdu? Non, mon fils. On l'a rendu. Le vélorio fut simple. Comme elle l'avait voulu. Cercueil en bois clair, fleurs du propre jardin et une bougie blanche, comme celle qu'elle allumait pour prier pour Vicente. Élisa plaça le chapelet entre les doigts froids de la vieille femme. Tico dessina un cœur avec un engrenage au milieu et le colla sur la vitre du cercueil. Elle était comme ça, non? Un cœur qui faisait tout tourner. Toute la ville se montra. Des gens qui ne l'avaient pas vue depuis des années. Des gens qui ne l'avaient jamais connue, mais avaient entendu parler d'elle. Des gens qui ne savaient pas pourquoi ils venaient, mais sentaient qu'ils le devaient. Au cimetière, Vicente parla peu, mais chaque mot guérissait autant qu'il blessait. Ma grand-mère n'a jamais été parfaite, têtue, dure, feu de caractère, mais tout ce que je suis, elle y est pour quelque chose. C'est elle qui m'a tenu dans ses bras quand ma mère a eu peur. C'est elle qui m'a appris que parfois gronder c'est aimer. Et c'est elle qui m'a attendu toute une vie sans jamais baisser les bras. Aujourd'hui, elle ne meurt pas. Aujourd'hui, elle devient fondation.
Et si un jour cet atelier s'écroule, que ce soit à cause d'un mur trop bas, parce que son amour restera notre toit. Tycho relâcha le ballon blanc qu'il tenait. À l'intérieur, un petit mot, « Merci de m'avoir réparé sans le savoir ». Le ballon s'éleva, et quand il toucha le ciel, le soleil perça les nuages. Quelqu'un murmura, « Regardez là-haut, elle est arrivée ». Les jours suivants, la Maison Bleue resta silencieuse. Mais c'était un silence de paix, comme lorsqu'on termine une lettre, qu'on signe et qu'on sait qu'on a tout dit. Vicente ne s'enferma pas dans le chagrin. Au contraire, maintenant, plus que jamais, cet atelier doit tourner. Et il tourna. L'agenda des cours doubla. De nouveaux outils arrivèrent. Les enfants commencèrent à enseigner aux plus jeunes. Tycho devint une référence. Un jour, un journaliste d'un grand magazine se présenta. Il prit des notes, des photos, filma quelques scènes, et il demanda « Qu'a-t-il de si spécial cet atelier ?» Vicente réfléchit. Il regarda ses mains sales de cambouis, puis le cadre au mur montrant Donna Benedita souriante, à côté de la Brasilia blanche, et il répondit « Ici, on ne répare pas que des moteurs. On apprend à croire que le passé n'est pas une prison. C'est une route, et chaque route mène quelque part, si on a le courage de revenir pour réparer ce qui a été brisé. » Le journaliste nota, ému, et dans l'article qu'il publia plus tard, il conclut ainsi. Il existe un endroit dans l'intérieur du pays où les orphelins trouvent un nom, où les moteurs retrouvent une voie, et où les cœurs trouvent un atelier. Quelques années ont passé. La Brasilia blanche est toujours là. Parfois, elle refuse de démarrer. Parfois, elle ronronne comme au premier jour. Mais elle est là, comme un monument vivant de tout ce qu'ils ont traversé. Tycho a grandi. Il a maintenant 17 ans. Il porte une salopette de mécanicien, une montre que Vicente lui a offerte et un regard déterminé qui mélange encore un peu d'enfance, mais beaucoup de futur. L'atelier a été agrandi. Il y a désormais une section pour la menuiserie, une pour l'électronique et une salle de lecture qui porte le nom d'Elisa. Elle y organise des cercles de parole et parfois elle lit des lettres que les enfants écrivent à leur mère absente. Vicente, lui, a refusé toutes les offres de retour en entreprise. Il vit avec peu, mais avec tout. Et sur le mur de son bureau, au-dessus d'un plan d'expansion pour d'autres ateliers dans des villes voisines, il a accroché la lettre que sa mère lui avait laissée. Chaque matin, il la lit, et chaque matin, il se rappelle qu'il est le fruit d'un abandon, mais aussi d'un retour. Un samedi après-midi, un petit garçon de 10 ans est arrivé à l'atelier, les yeux tristes, la voix timide. On m'a dit qu'ici, on pouvait apprendre à réparer des choses. Tycho l'a accueilli, lui a montré une vieille mobilette rouillée et a dit « Ici, on répare tout, surtout les choses qu'on ne voit pas. » Le garçon a souri, pour la première fois. Vicente, depuis le fond de la salle, observait. Il a fermé les yeux, inspiré profondément. Et il a su. La boucle était bouclée. Et une autre venait de commencer. Parce que certaines histoires ne se terminent jamais. Elles se transforment. Elles deviennent ateliers, elles deviennent héritage, elles deviennent bras ouverts. Et dans chaque moteur qui redémarre, dans chaque main tachée de cambouis, dans chaque regard plein d'espoir d'un enfant que le monde avait oublié, vit encore le cœur battant de Donna Benedita, vit la rédemption d'Elisa, vit le pardon de Vicente, vit la promesse de Tycho. Fin.